Il est quelle heure, Pierrot? Pas loin de 7 heures, monsieur Leblanc. Oh, nom d'un chien. On va dîner chez ma belle-sœur à Villeurbanne. Ma femme doit déjà m'attendre, le chapeau sur la tête. Tenez, voilà toujours la clé pour votre cousin. Tu te rends compte? Il faut encore que je passe chez le cousin avant de courir chez la belle-sœur. Ah, faut pas oublier non plus la chaîne, pour le chien de votre oncle. Heureusement que tu m'y fais penser. Ah, il n'oublie jamais que je suis serrurier, tu peux leur faire confiance. Je suis l'esclave de la famille. Ah là là. Il y a des jours, tiens, où l'envie me prend de quitter Lyon et d'aller m'installer à Plougastel d'Aoulas. Ah bon, pourquoi ça? Parce qu'en Bretagne, au moins, j'ai pas de famille. Un homme trop bon a de la famille partout, et en Bretagne, vous savez, ils ont le cousinage facile. Ah, le jour où je deviendrai enragé, tu sauras pourquoi. Dis donc, tu restes encore ici un moment? Avec votre permission, oui, je vais bricoler un peu. Te couche pas trop tard, mon garçon, hein. Je te trouve pas très bonne mine depuis quelque temps. Moi? Je me suis jamais mieux porté, monsieur. Mais oui. J'ai eu beaucoup d'apprentis dans cet atelier depuis le début de ma carrière, tu sais. Et je sais reconnaître la fatigue occasionnée par le travail manuel et celle causée par le travail de la jeunesse. Je vous assure... Mais oui, tu as raison. En fait, tâche d'en profiter tant qu'une belle famille ne se prenne pas à l'horizon. Bon, je file, hein. Dis donc, demain matin, il faut aller poser une serrure à crémaillère chez monsieur Busteau, qui est Victor Gagneur. Alors, si t'arrives avant moi, tu y vas sans m'attendre. Monsieur, vous craignez les suites de votre soirée? On sait jamais. N'oublie pas de couper l'électricité en partant. Ni de fermer la porte à double tour. Non. Comptez sur moi, monsieur. Bonsoir, l'artiste. Bonsoir, patron. Allô? C'est moi. Bonsoir. Je peux venir? T'as la grippe? Alors bon. Et tu crois que ça sera passé demain soir? Comment tu retournes à Paris? Encore? Moi non, je suis pas nerveux. Non, enfin, je m'ennuie de toi toute la journée, c'est tout. Bon, de ce côté-là, ça s'arrange pas, tu sais. Ça doit même commencer à se voir sur ma figure. Mon patron me fait des remarques amusantes. Enfin, amusantes, si on veut. Non, c'est vrai, tu veux pas de moi ce soir? Eh ben, tant pis. Après-demain. Bon, je viendrai après-demain. Je t'aime, tu sais. Bonne nuit. Monsieur... Qu'est-ce que vous faites là? J'ai frappé, personne n'a répondu. Comme il y avait de la lumière, je me suis permis d'entrer. Mais j'étais en train de téléphoner, vous n'avez pas dû frapper bien fort. Vous désirez? Je dois vous entretenir d'une affaire assez sérieuse, monsieur. Délicate. Je vous demande de ne pas vous froisser du genre de questions que je pourrais vous poser. Hein? Vous êtes de la police ou? Moi? Pas du tout. Pourquoi? Je ressemble à un policier? J'en sais rien. Qui êtes-vous? J'habite Nice. Je suis arrivé à Lyon il y a 8 jours. Je ne connais pas votre nom. Je sais seulement que vous fréquentez une personne dont les faits et gestes m'ont beaucoup intéressé autrefois, et davantage encore depuis le 25 septembre. Vous êtes l'ami de Chantal Bergeret, n'est-ce pas? Bon, alors, fichez le camp d'ici, j'ai du travail. Mais je veux bien partir. Si je partais si vite, est-ce que vous ne seriez pas tenté de me retenir? Non, vous êtes certain de ne pas avoir une plaque de police dans une de vos poches, vous? Je suis le frère de Georges Villiers qui est mort brûlé dans sa voiture sur la Nationale 6 entre Pont de Beauvoisin et les Échelles dans la nuit du 24 au 25 septembre dernier. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je cherche simplement à me faire une idée aussi nette que possible des circonstances qui ont entouré la mort de mon frère. Je veux savoir s'il s'agit d'un banal accident de la route, comme l'a conclu la gendarmerie, ou bien si mon frère n'a pas commis un acte désespéré, par exemple à la suite d'une crise sentimentale. Vous connaissez Chantal depuis quelques semaines. Vous a-t-elle parlé de Georges? Ah oui. Il y a un peu plus d'un mois, je suis allé travailler chez elle. Je suis serrurier, mais aussi ferronnier. Elle avait dans son entrée une console en fer forgé. Je trouvais ça affreux. Alors je lui ai proposé de lui en forger une autre. Elle a accepté. On a étudié le modèle ensemble. Et voilà. Mais je ne vous demandais pas tous ces détails. Non, dites-vous, vous payez ma tête ou quoi? Détendez-vous. Dites-moi à quelle occasion Chantal vous a parlé de Georges. Bon, elle m'a dit qu'avant de me connaître, elle vivait avec un homme qui était mort dans un accident de voiture. Au mois de septembre, voilà. Vous êtes content? Elle vous a dit comment il s'appelait? Oui.
Vous aviez déjà entendu parler de mon frère avant ce jour-là? J'avais vu son nom sur les camions de son entreprise, comme tout le monde, à Lyon ou dans la région. Il y en a assez en circulation. Pauvre Chantal, hein? La mort de mon frère a dû la bouleverser, n'est-ce pas? Ils étaient amoureux l'un de l'autre comme des enfants. Elle ne m'a jamais fait beaucoup de confidences là-dessus. Si vous la connaissiez depuis plus d'un mois, la mort de Georges était encore assez proche. Au fait, elle ne vous a jamais parlé de moi? Jamais, non? Pourquoi? Moi, je suis le frère de l'homme qu'elle aimait. Nous nous fréquentions beaucoup autrefois. La vie dans notre milieu a été un grand changement pour Chantal. Elle l'a fait entrer en contact avec des gens qui avaient de la fortune, n'est-ce pas? Et quand on a beaucoup d'argent, l'argent devient vite envahissant. Tout ça, c'est votre histoire, ça me regarde pas. Mais à quoi ça rime, hein? Quel rapport avec Chantal? Je craignais que le milieu ne finisse par déteindre sur elle. Et puisque vous faisiez exception, votre frère et vous... Mais nous étions très riches, mon frère surtout. Mais Chantal n'en profite pas aujourd'hui, en tout cas. Elle a gardé l'appartement qu'il lui avait offert, mais elle n'a pas un sou en dehors de ce qu'elle gagne. Comment? Elle travaille? Eh oui, elle travaille, oui. Elle est interprète dans une maison d'exportation. Vous ne le saviez pas? Non, non. Je croyais sincèrement que mon frère lui avait laissé quelque chose. Rien. Vous entendez? Rien. Alors vous êtes occupé de la succession, je suppose. Vous savez à quoi vous en tenir sur la générosité de votre frère? Ne parlez pas si durement d'un homme que vous ne connaissez pas et qui est mort dans des conditions si affreuses. Je n'ai pas revu Chantal, vous savez. Oh, j'habite Nice. Je ne reviens à Lyon qu'en cas d'urgence. Où travaille-t-elle? Chez Denis et Fils, près de la place Bellecour. Oui, oui. Elle va souvent à Paris avec le vieux Denis. Pour le travail. Oui, je connais le bonhomme. Vous n'avez rien à craindre de lui. Il est né avec une calculatrice électronique dans la poitrine. Je ne crains personne. Vous êtes jeune? Oui, mais Chantal m'aime. Dites donc. Quelle jolie passe d'armes. Chantal a 1000 fois raison de vous aimer. Vous voyez, toutes mes craintes étaient vaines. Maintenant, je suis certain que Chantal est restée aussi bonne et sage qu'elle l'était quand je l'ai connue. J'avais peur qu'elle ne se soit mal conduite avec mon malheureux frère, je le confesse. Qu'est-ce qui vous le faisait craindre? Vous m'avez dit tout à l'heure qu'ils s'aimaient comme des enfants. C'était la dernière impression que je gardais d'eux. Mais elle remontait déjà à quelques années. Depuis ce temps, je vivais à Nice, je ne les voyais plus. Mais vous étiez brouillé? Oh, un malentendu. Oui, comme il s'en produit dans les familles les plus unies. Oh, les choses auraient fini par s'arranger avec le temps. Mon frère était plus jeune que moi de 10 ans. Quand nos parents ont disparu, je me suis pris un peu pour son père. Oui. C'était un enfant terrible. Beaucoup de fantaisie, tout le contraire de moi. Ça explique sans doute une bonne part de l'affection que j'avais pour lui. Je n'avais même pas besoin de lui pardonner ses frasques. Au fond, elle m'amusait presque autant que lui. C'était un peu moi qui prenais du bon temps par personne interposée. Et comme je n'en prenais jamais autrement. Mais je vous ennuie sans doute. Non, pas du tout. Si, sûrement. Je suis venu vous importuner avec mes questions. Et maintenant que je n'ai plus rien à vous demander, je vous raconte ma vie. Vous n'avez même pas connu mon frère. Ses exploits de jeunesse peuvent difficilement vous passionner. Je suis content de savoir quel genre d'homme Chantal a aimé avant moi. Oh. Ne croyez pas qu'elle aimait des hommes d'un genre bien défini. Vous seriez surpris de connaître le genre de celui qu'elle a aimé avant Georges. Il y en a eu d'autres? Bien sûr. Vous les avez connus? Au moins l'un d'entre eux. Mais très bien, celui-là. Qui était-ce? Pas du tout le genre de Georges. Il ne se ressemblait que par le nom. Comment? Chantal a été ma femme pendant 6 ans. À vous? Votre étonnement n'est pas très flatteur pour moi. Cependant, c'est ainsi, nous avons été mariés tout à fait légalement. C'est le plus lourd tribut que j'ai payé au sentiment. Et il s'est traduit par un épouvantable déficit. Que voulez-vous? Les gens prudents qui m'entouraient m'avaient mis en garde. Je n'ai tenu compte de rien. Et j'ai mordu la poussière. Votre frère... C'est le malentendu auquel je faisais allusion. Chantal était trop belle, trop bonne. Georges était trop l'homme qu'il lui fallait. Et moi, je n'ai pas eu trop de toute ma bonté pour ne pas les tuer. Vous savez, dans ces cas-là, la bonté se fait rudement tirer l'oreille. Vous leur avez pardonné? Ce n'était ni la faute de Chantal ni celle de Georges. Voilà ce que je me suis répété pendant des jours et des nuits avant d'arriver à y croire.
Enfin, je suis arrivé à m'en convaincre. Et j'ai pris le seul parti qui me restait, puisque j'avais renoncé à les pousser dans le Rhône tous les deux. J'ai divorcé, j'ai cédé mes parts de société à mon frère et je suis allé vivre à Nice. Quand je les ai quittés, je vous jure qu'ils s'aimaient comme des enfants. Et les enfants ne savent pas dissimuler leur passion. Je n'avais eu aucun mal à comprendre ce qui leur arrivait. C'est un peu ce qui m'a aidé à retrouver mon sang-froid. On ne tue pas les enfants qui s'aiment, surtout quand on a beaucoup d'affection pour eux. Je me suis donc conduit comme un père avec eux. Je leur ai même conseillé de se marier. Je m'étonne qu'ils ne l'aient pas fait. Dites-moi, votre frère gardait peut-être une certaine pudeur, malgré tout? Peut-être. Mais vous ne dites rien de la pudeur de Chantal? Elle a vécu 2 ans avec votre frère sans rien lui demander, même pas de l'épouser, j'en suis sûr. Et il est mort sans rien lui laisser. Avouez que si c'était une fille sans scrupules, elle se serait vraiment conduite comme la dernière des imbéciles, non? Alors quoi, qu'est-ce que vous avez à me regarder de cette façon? Comment vous appelez-vous, au fait? Je vous ai dit que je ne connaissais même pas votre nom. Arnolet, Pierre. Monsieur Arnolet, vous semblez très fatigué, je ne veux pas vous éprouver davantage. Si vous avez envie de me revoir, je suis encore à l'hôtel de Savoie pour une 8aine de jours. Je n'ai aucune raison de chercher à vous revoir. Si Chantal va à Paris ces jours-ci, vous ne saurez pas quoi faire de vos soirées, venez donc prendre un verre avec moi. Vous m'êtes très sympathique. Oui, c'est ça. Excusez-moi encore de vous avoir imposé cette longue conversation. La disparition de mon frère est une épreuve très pénible pour moi. J'ai du mal à m'en remettre. Chantal. Chantal. Oh, est-ce que tu m'as fait peur? Oh, mais c'est pas gentil, mon chéri. Je t'avais demandé de pas venir cette nuit. Oh. Puis comment es-tu entré? Quand on prend un serrurier pour amant, c'est inutile de s'enfermer à double tour pour ne pas le recevoir. Je te dis que j'étais grippée, c'est vrai, Pierre. J'ai besoin de dormir. Allez, laisse-moi, sois mignon. Non, je vais pas rester longtemps. Je te promets. Non, je voulais simplement te dire que je venais de recevoir une drôle de visite. Hein? De qui? Du frère de Georges Villiers. Marcel? Oui. Ah. Ah oui, je pensais bien qu'il me donnerait de ses nouvelles un jour ou l'autre. Mais comment savais-tu que tu me connaissais? Je lui ai même pas posé la question. J'ai cru d'abord qu'il était de la police. Et alors ce qu'il m'a raconté ensuite m'a tellement intéressé que... Ah oui. Ah, je reconnais Marcel. Il voudrait bien remettre la main sur cet héritage, hein? Eh ben, il a dû t'en dire de belles sur mon compte. Que j'avais forcé Georges à écrire ce testament en ma faveur, et puis t'as dépeint les malheureux frères Villiers, martyrisés l'un après l'autre par une abominable créature. Ouais. Eh ben voici la vérité, Pierre. Mais... Oui, mais tu la croiras peut-être si c'est moi qui te l'avoue, hein? Eh bien, je ne savais même pas que Georges avait laissé un testament. Quand le notaire m'a demandé de venir après l'accident, et quand il m'a dit que Georges me laissait toute sa fortune, je me suis évanouie. Et après ce qui était arrivé, il y avait de quoi devenir folle, tu sais. Puis j'ai rien pu te dire ensuite parce que je voulais pas que tu ailles t'imaginer que c'était à cause de ce testament que j'avais... Georges l'avait écrit plus d'1 an avant sa mort. Et je te jure qu'il ne m'en avait jamais parlé. Alors maintenant, Marcel veut sa part. Et comme il n'ose pas s'adresser à moi en face, il est allé frapper chez toi. Je ne sais pas. Il ne m'a parlé de rien. Comment? Non, je lui ai répété ce que tu m'as toujours dit, que son frère ne t'avait laissé que l'appartement. Il a eu l'air étonné, mais il ne m'a pas détrompé. Oh. Vrai? Ben oui, vrai. Eh ben maintenant tu connais la vérité. Tu ne m'as jamais dit non plus que tu avais été marié avec lui pendant 7 ans. Oh, bah à quoi bon compliquer les choses? Oui, c'est vrai que tu ne les as jamais compliquées. Je croyais que les femmes de ton milieu faisaient des tas d'histoires quand elles avaient une aventure. Ben, non, laisse. C'est pas du tout ton genre, hein, aucun détail. T'avais un ami, il est mort, et je suis le successeur. Ben, il faut que je me contente de ça. Oui, il faut que tu te contentes de ça. Oui, tu as plusieurs raisons d'éviter de me parler de cette façon, Chantal. Oh, écoute, mon chéri. N'allons pas nous battre tout de même, hein? Je t'aime. Mais je t'aime comme... j'ai jamais aimé personne. Tu ne me crois pas? Est-ce que je sais, maman? Moi, je t'aime, ça oui, alors. Ça, j'en suis sûr.
Quand t'as deviné si j'ai tort ou raison de t'aimer, ça... Oh, est-ce qu'on peut avoir tort d'aimer quelqu'un? Quand t'étais marié avec Villiers, et quand tu as compris que tu aimais son frère... Oui. Ne t'es pas demandé si tu avais vraiment raison? Oh, mais Marcel se moquait bien que je l'aime ou non. Pff, il en avait assez de travailler. Il voulait que Georges se débrouille tout seul avec leur société. Mais Marcel est un lâche. Il n'a jamais osé demander à son frère de continuer le travail sans lui. Pas plus qu'il n'ose venir me voir à présent. Villiers m'a parlé de toi et de son frère comme s'il avait beaucoup d'affection pour vous deux. Et il semblait sincère, tout ça. Lui, oh, mais mon pauvre garçon, si tu le connaissais, mais moi aussi, au début, je m'y suis laissé prendre. Il a fallu des années pour que je comprenne ce qu'il était en réalité. Un homme d'argent, lâche, faux comme personne. Tu sais ce que je crois? Ah, vas-y. Quand il m'a épousée, eh bien, il pensait déjà au mauvais tour qu'il allait jouer à Georges. Ouais, ben... Ah ben, il s'est tranquillement payé ma tête. Ah, tu vois? Je me flatte pas de tout comprendre, mais j'ai jamais encore m'avait si bien eu au sentiment. La seule chose qui me semblait pas très claire, c'était sa façon de me parler de toi. Ah? Qu'est-ce qu'il t'a raconté? Oh, aucun mal à proprement parler, non. Il était même plutôt affectueux, je te dis. Mais enfin, il avait un air de plus savoir que penser, qui a fini par me donner des inquiétudes. Oh, quand tu prends cet air-là, c'est qu'il essaie de te jouer un vilain tour. Ça, il n'y a pas à s'y tromper. Non, tu crois pas qu'il essaie de nous jouer un vilain tour en ce moment? Bon, qu'est-ce qu'il peut faire contre nous? Il m'a beaucoup parlé de la mort de son frère. Il la trouve inexplicable. Oh, bah, une mort accidentelle est inexplicable dans la plupart des cas. La seule explication est qu'il faut bien mourir un jour et que chacun est à la merci d'un accident. Voilà. Eh ben, tu en parles avec un sang-froid qui m'étonne, Chantal. Bah, comment veux-tu que je t'en parle, mon chéri? Ce qui est arrivé est arrivé. N'allons pas nous apitoyer. Non, plus maintenant. Allons, mon chéri. Oh, mais ne te fais pas de soucis pour si peu. Personne ne peut rien contre nous. Écoute, si Marcel revient te tracasser, eh bien, dis-le-moi aussitôt. Je me charge de le faire entrer dans sa coquille et de lui ôter l'envie d'en ressortir. C'est un lâche, ne l'oublie pas. Et puis, je sais me défendre. Bon. Alors, qu'est-ce que tu vas faire de ton héritage? Eh ben, je vais vendre la société au plus offrant. Et ensuite... ensuite, la vie sera belle pour nous deux, Pierre. Oh, c'est drôle. Je suis heureux avec toi depuis 2 mois. Je viens de voir dans cette maison, nous nous aimons sans qu'on s'occupe de nous. Il peut se passer n'importe quoi dehors, ça n'existe pas. Oh, j'arrive pas à imaginer qu'on puisse mener une vie plus heureuse que celle-ci, tous les deux. Il faudra pourtant essayer, mon chéri. Si nous restons enfermés ici pendant des années, ben, nous finirons par nous ennuyer. Ah, pour moi? Pour moi ou non? Je suis sûr que non. Mais si. J'ai quelques années de plus que toi et je sais ce que c'est que l'ennui. Le plus bel amour du monde est incapable d'en réchapper. Peut-être. Oh, il y a tout de même une chose qui m'étonne encore dans la visite de ce type. Hein? Quoi donc? Ben, il sait bien que son frère t'a laissé tout ce qu'il avait. Alors pourquoi est-ce qu'il ne m'a rien dit? Bah, je préférais que tu le découvres toi-même. Ah oui, tu aurais pensé qu'il s'était tu par délicatesse. Et l'on a forcément confiance dans un homme qui agit délicatement. Mais s'il veut me faire du mal en passant par toi, bah, il faut bien que tu aies confiance en lui. T'as de plus en plus mauvaise mine, Pierrot. Qu'est-ce qui va pas? Oh, rien du tout, monsieur Leblanc, ça va très bien. Alors, ne raconte pas d'histoire. Ou bien t'es malade, ou bien tu te fais du souci. Je suis pas malade. Alors tu te fais du souci. Non. Mais si, écoute, je veux pas être indiscret, hein, mais si t'as des ennuis, tu sais bien que tu peux m'ouvrir ton cœur. Si ça se trouve, je pourrais te dépanner. Non mais je vous promets que vous vous trompez. Bon, d'accord. Mais t'as tort de pas avoir confiance en moi. Tu vois, si la confiance régnait davantage dans le monde, eh bien l'humanité aurait meilleure mine. Ah, téléphone. Tu veux pas répondre? Oui. Si je finis par cette soudure, ma belle-mère ne verra jamais son sacré porte-manteau. Et comme je lui ai promis pour ce soir, j'en entendrai parler pendant 10 ans. Allô, oui? Pourrais-je parler à monsieur Arnolet, je vous prie? C'est moi. Ah, bonsoir, monsieur. C'est monsieur Villiers à l'appareil. Oui, je vous avais reconnu. Alors, qu'est-ce que vous me voulez? Chantal est allée à Paris avant-hier, n'est-ce pas? Elle est rentrée hier soir. Elle voulait espionner, ma parole. Pourquoi me parlez-vous sur ce ton? Je vous avais invité à venir prendre un verre avec moi à mon hôtel. Je voulais savoir si vous étiez venu. Vous vous en êtes pas aperçu? Non, justement, je me suis absenté de Lyon pendant 48 heures. Au cas où vous seriez passé en mon absence, je voulais m'excuser. Non, c'est pas la peine, j'ai pas bougé. Tant mieux, tant mieux. Moi, je suis allé à Paris.
J'avais quelques affaires à régler concernant la succession de mon frère. Oui, Chantal m'a dit qu'il lui avait tout laissé, alors ne vous fatiguez pas. Hein. Ah, elle vous a tout de même mis au courant. J'avais scrupule à vous détromper l'autre soir. Après tout, Chantal est libre de ses actes. Ce n'est pas à moi de m'en mêler. Oui, c'est bien mon avis. Mais pourquoi me parlez-vous d'une façon si désagréable? Qu'est-ce que je vous ai fait? Bon, vous n'avez rien d'autre à me dire? Non, parce que j'ai du travail, moi. Je voulais seulement vous signaler un petit fait qui peut vous intéresser. J'ai retrouvé à Paris le vieux Denis. Oui, le patron de Chantal, vous savez. Il déjeunait dans un restaurant que je fréquente moi-même quand je vais à Paris. Le chef est un Lyonnais, oui. Le vieux Denis m'a dit que nous l'avions échappé belle. Il avait invité Chantal à déjeuner avec lui. Nous nous serions trouvés ensemble. Mais elle lui avait demandé la permission de le quitter quelques heures. Elle a donné un coup de téléphone à portée d'oreille du bonhomme, qui est curieux comme une vieille femme. Il l'a entendu qui parlait à un personnage nommé Édouard. Oui, Denis pense qu'il s'agit d'Édouard Laferrière. Le nom ne vous dit rien? Continuez. C'est un garçon qui s'occupe de transport routier comme nous. Il a débuté à Lyon avant de monter à Paris. Il se défend là-bas. Il a eu autrefois une aventure avec Chantal. Je suis payé pour le savoir. Ça a failli faire rater notre mariage. Ça aurait mieux valu d'ailleurs. Pour moi peut-être. Et pour Georges sûrement. Toujours est-il que... Qu'est-ce que c'était? C'était pour moi. Tu sais à quoi tu ressembles, Guillaume? T'es verdâtre. Qu'est-ce qu'on t'a annoncé? Je peux partir, monsieur Leblanc. Quoi, à 4 heures de l'après-midi? Enfin, si c'est urgent. Écoute-moi, Pierrot. Je suis pas curieux de nature. Si je te demande ce que t'as, c'est parce que je t'aime bien. Et ça me fait du chagrin si t'allais piquer du nez dans la Saône sans que j'ai au moins essayé de te retenir par les pieds. T'as rien à me dire, tu es sûr? Non, non, je serai là demain matin. Ne vous faites pas de mauvais sang pour moi, merci. Ah, je suis si heureux de vous voir, monsieur Arnolet. Asseyez-vous dans ce fauteuil. Non, merci, j'aime autant rester debout. Comme vous voudrez. Mais vous avez bien mauvaise mine. Oh, je vais demander au barman de nous monter quelque chose de réconfortant. Non, c'est pas la peine, je ne veux rien. Alors, on va régler nos affaires rapidement. Hein. J'ai parlé de vous à Chantal, elle prétend que vous êtes un lâche et un faucheton. Chantal? Mais vous, de votre côté, vous prétendez que Chantal est un monstre. Je n'ai jamais rien prétendu de pareil. Et cependant, avouez que j'ai quelques raisons de me plaindre d'elle. Oubliez votre numéro d'homme du monde, Villiers. Hein. Sinon, vous ne saurez rien de moi, je m'en irai, et vous ne me reverrez jamais. Vous savez quelque chose? Du nouveau? Vous vous en doutez depuis que je suis entré. Vous crevez d'envie de m'entendre. Et vous le prenez de haut pour essayer de me faire croire que vous dominez la situation. Dites-moi, on devient psychologue chez les serruriers aujourd'hui. On vous appelle assez souvent pour ouvrir des portes derrière lesquelles on n'entend plus rien depuis des jours, quelquefois des mois. Et le serrurier doit rester comme témoin, n'est-ce pas? Pour quelqu'un qui a beaucoup de goût pour la méditation, comme moi, ça donne pas mal à réfléchir. Sur les morts, comme sur les vivants. Là, tout ça pour vous dire que je ne suis pas l'innocent du village et que je vois très bien où vous voulez m'emmener. Voulez-vous me faire la grâce de prendre mes paroles du bon côté? Vous m'êtes de plus en plus sympathique. Oui, ça va. Oubliez la sympathie. Hein. Répondez à ma question. Pourquoi m'avez-vous parlé de Laferrière si vous vouliez que je garde une bonne opinion de Chantal? Parce que quand on cherche à prouver que quelqu'un est bon, il faut bien prouver qu'il n'est pas méchant. La justice est à ce prix. Avez-vous eu une conversation avec Chantal au sujet de Laferrière? Il y a à peine 3 heures que vous m'avez téléphoné. Je suis passé chez elle, elle n'était pas encore entrée. Je l'ai attendue longtemps. Ce que vous m'avez dit à propos d'elle et de ce type me tournait dans la tête. J'étais ivre, malade. Je marchais de long en large avec une envie de plus en plus forte de tout foutre en l'air, tout saccager, mettre le feu. Et tout à coup, je me suis trouvé une occupation. J'ai fait une chose dont la seule idée m'aurait donné la nausée ce matin encore. Je me suis mis à fouiller l'appartement de Chantal méthodiquement, comme un flic. Il y a dans le salon un secrétaire dont le tiroir était fermé à clé. Je l'ai ouvert. Et j'ai trouvé ce paquet à l'intérieur. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des lettres d'Édouard Laferrière. Des lettres qu'il vous a écrites il y a 10 ans.
Tiens, Oui. Vous les connaissez, je suppose. ça va de soi. Mais... Alors, dans ces lettres, la Ferrière insiste pour que vous ne portiez pas plainte contre lui. J'ai bien lu, hein. Dans l'avant-dernière, il avoue que c'est bien lui qui a organisé le sabotage des 3/4 de vos camions, qui a mis votre maison au bord de la faillite en 54, et dont on a accusé votre ancien chef d'atelier que vous aviez mis à la porte l'année précédente. Et c'était la Ferrière. Oui. Vous l'avez pas porté plainte? Il avait alors une liaison avec Chantal. L'envoyer en prison était une façon peu élégante de me débarrasser d'un adversaire. J'ai simplement exigé qu'il m'écrive ses lettres, en lui promettant de n'en faire aucun usage tant qu'il se tiendrait tranquille. Il a quitté Chantal, et il a transféré le siège de son entreprise à Paris. Et vous avez épousé Chantal. Voilà. Voilà. Vous estimez que cette façon était plus élégante que l'autre pour vous débarrasser de la Ferrière? J'ai débarrassé Chantal d'un saligot, je ne pense pas avoir mal agi. Mais vous l'avez tout de même épousée? Mais parce qu'elle le désirait aussi, figurez-vous. Je ne lui ai jamais montré les lettres de la Ferrière, ni avoué ce que je savais de lui. Je ne lui ai fait subir aucun supplice, ni physique, ni moral, pour la dessiner. Vous me trouvez bien paternel avec ceux qui m'approchent, n'est-ce pas? Mon frère, Chantal, et même la Ferrière, au fond. Sans m'oublier. Ah, que voulez-vous, c'est dans ma nature. Je suis né avec une âme de père noble. Je crois que les pères nobles sont utiles, quoi qu'on dise. À présent, je vous retourne la balle que vous m'avez aimablement adressée tout à l'heure. Depuis que vous êtes entré ici, vous souhaitez que je vous explique pourquoi ces lettres se trouvaient dans le secrétaire de Chantal, n'est-ce pas? Je ne voulais pas demander. Quand mon frère et moi nous sommes séparés, je lui ai confié les lettres de la Ferrière. Georges devenait responsable des destinées de l'entreprise. Il était important qu'il reste armé contre un concurrent dangereux. Georges n'était pas l'homme à se servir malhonnêtement d'une arme pareille, mais il avait assez le sens du devoir pour ne pas s'en séparer inconsidérément. Par conséquent, ce n'est pas lui qui a donné ces lettres à Chantal. Alors elle les a trouvées dans les papiers de votre frère, après sa mort. J'ai été prévenu de la mort de mon frère avant elle. Légalement. Elle n'était rien pour lui avant l'ouverture du testament, ne l'oubliez pas. J'ai assisté à l'inventaire de l'appartement de mon frère, ce paquet n'y figurait pas. Pourtant, Georges avait un coffre personnel chez lui, où il conservait ses papiers les plus importants. Quelqu'un a donc volé ces lettres à Georges et les a ensuite remises à Chantal, en cadeau de fiançailles, peut-être. Vous êtes un beau salaud, vous savez. Qu'est-ce qui vous prend? Ah, parce que j'ai parlé d'un cadeau de fiançailles. Vous avez pris ça pour vous? Vous croyez que je vous soupçonne, vous? Ah non, vous n'êtes pas fou. Vous avez lié connaissance avec Chantal il y a 1 mois, et mon frère est mort à la fin de septembre. Voulez-vous mon avis? C'est Chantal elle-même qui est allée chercher ses lettres chez Georges. Mais là, nous donnons dans des conjectures si ténébreuses qu'elles me semblent ridicules. Expliquez-vous. Mais non, je vous dis que c'est invraisemblable. Mais dites-le, alors. Vous allez me rire au nez. Il faudrait que Chantal ait su qu'elle héritait de Georges et qu'elle l'ait tué. Qu'elle ait aussitôt ramassé la correspondance de la Ferrière pour la porter à celui-ci en même temps que la société Villiers Frères. Une fameuse note, non? C'est ainsi qu'on fait les grandes familles, enfin. C'est un moyen. Avouez que si la Ferrière accepte la combinaison, Chantal aura fait du chemin, hein, depuis le jour où elle est sortie de son école de secrétariat, et lui, depuis qu'il transportait des vieux papiers dans un camion acheté au surplus américain. D'ailleurs, qui sait, peut-être s'aime-t-il encore. Quand les affaires et l'amour vont ensemble, les unes font parfois durer l'autre. Mais vous ne m'avez pas ri au nez? Bonsoir. Allons, allons, ne reprenez pas le mort aux dents. Je voulais garder pour moi cette hypothèse absurde. C'est vous qui m'avez obligé à parler. Je n'en crois pas un mot, voyons. Ôtez votre main de mon épaule ou je vous casse la gueule. Je suis désolé, monsieur Arnolet. Si j'avais su que nous devions en venir là, je ne vous aurais jamais rendu visite. Bon, alors je vous laisse les lettres. Hein. Faites-en ce que vous voudrez. Si Chantal épousait vraiment ce type, je compte sur vous pour tout mettre par terre. Mais moi, je vais vous dire sincèrement, je m'en fous. Je vais vous dire sincèrement, vous avez raison. Bonsoir. Un instant, s'il vous plaît. Une dernière fois, vous n'avez rien à me dire sur la mort de mon frère?
Vous êtes sûr? Bonsoir, Chantal. Marcel. Je peux entrer? Bien sûr. Tu n'as pas changé. Toi, si. Tu as vieilli. Je n'ai jamais eu l'air très jeune. Mon frère s'en chargeait à ma place. Je ne voudrais pas te faire perdre de temps. Ce que tu penses de moi et ce que tu combines contre moi en ce moment, je m'en doute. Pierre m'a raconté ta visite, je suis fixée. Alors, tu viens me faire ce qu'on appelle une proposition concrète? Quelle femme de tête, hein? Je t'admire. Du cœur, sans doute, mais quelle tête! J'attends Pierre d'un moment à l'autre. Tu tiens à ce qu'il te trouve auprès de moi? À quelle heure vient-il? À 11h. Bon, il est 11h moins 20. Je te promets de m'en aller à moins 5. Dernier délai. Un quart d'heure me suffira. Pour me demander quoi? Si par hasard ce ne serait pas toi qui aurais tué Georges. Si c'est tout, tu peux partir. Un instant. Veux-tu te lever et aller regarder dans le tiroir de ton secrétaire? Quoi? Va vite. Quoi, tu as osé? Pas moi, Chantal. Moi, quand je trouve une porte ou un tiroir fermé à clé, je suis tout bête et je fais demi-tour. C'est une question d'éducation et aussi de maladresse. Il faut avouer ce qui est. Que veux-tu? Je ne suis pas serrurier. Pierre? J'avais pris les devants. Je lui avais dit que tu revoyais à Paris un de tes anciens amis. Édouard, tu sais? Oh. Tu as eu tort de croire que le vieux Denis n'entendait plus rien. Il est encore très éveillé. Bref, le serrurier a eu sa crise de jalousie. Quand on est jaloux, on fait aussitôt les poches et les tiroirs. Tu sais ce que c'est? Quand on est jaloux et serrurier de surcroît, c'est un plaisir. Oh, tu es affreux. Oh, ce n'est pas moi qui ai commencé. Et Pierre est allé te dire à toi. Je n'y peux rien, je lui inspire confiance. Entendons-nous, ça ne l'empêche pas de me détester. Il est très amoureux de toi. Et il ne me pardonne pas de me poser certaines questions à ton sujet, même quand il s'aperçoit que je n'ai pas tort de me les poser. Mais qu'est-ce que tu lui as raconté à la fin? Tout. Je crois que ce petit serrurier est la première personne à qui je raconte ma vie. Et celle de mes proches, avec un tel luxe de détails. Quand je dis celle de mes proches, je parle aussi de la tienne, bien sûr. Qu'est-ce que tu lui as dit de moi? Ce que je sais. Ce que je crois comprendre aujourd'hui mieux qu'hier. Mais quoi? Qu'est-ce que tu comprends? Oh, c'est simple. Tu m'as épousé avec l'intention bien arrêtée de me tromper avec Georges dès qu'il serait temps. Tu savais que je ne te laisserais jamais qu'une moitié de notre fortune si je disparaissais avant Georges, et si celui-ci se mariait et avait des enfants. Tu savais aussi que j'aimais assez mon frère pour vous laisser ma part à vous deux si l'incroyable se produisait. L'incroyable s'est produit, je suis parti. Pour ne pas troubler votre bonheur, ce fut l'épisode le plus romantique de ma vie, le seul d'ailleurs. Et j'en ai tiré une certaine fierté pendant quelque temps. Tu t'es retrouvé seul avec Georges. Tu lui as fait rédiger un testament où il t'abandonnait tout ce qu'il possédait. Ensuite, tu t'es débarrassé de lui. Et maintenant, tu retrouves la Ferrière, ton vieux complice. Et vous vous disposez à unir deux belles fortunes et deux magnifiques tempéraments qui feront encore des merveilles dans le rude combat économique des temps modernes. Voilà ce que je crois comprendre. Et tu n'as rien compris. Non? Non. Alors, où est la vérité? Je t'ai aimé. Puis j'ai aimé Georges. Puis Georges est mort. Je savais qu'il me laissait sa fortune, c'est vrai. Il a écrit ce testament dans un instant d'euphorie. Et il n'a pas pu résister à l'envie de me le montrer. Ah, oui. Et puis il est devenu odieux. Il est allé jusqu'à me reprocher de t'avoir trompé, toi, avec lui. Mais oui. Il me reprochait aussi d'avoir connu Édouard. Il m'a dit ce qu'il savait sur lui. Il m'a parlé des lettres que tu lui avais données. Il m'a mené la vie assez dure pour que je cesse d'être tendre, moi aussi. Quand il est mort, je suis allé chercher les lettres d'Édouard chez Georges, aussitôt. Tu te demandes pas pourquoi je les ai gardées ici, au lieu de les détruire, ou de les donner à Édouard?
Si tu es ce que je crois, tu n'allais pas te débarrasser à la légère d'un talisman si précieux. Il fallait que la ferrière t'épouse, content ou non. Et il fallait qu'il file doux au cours des années futures. Il fallait qu'Édouard me donne un bon prix de ce que j'avais à lui vendre à la société Villiers Frères. Ne cherche rien d'autre. À votre contact, je suis devenue aussi une femme de tête. C'est le seul point sur lequel tu me juges clairement. L'acte de vente signé, je donnais ces lettres à Édouard et il ne m'envoyait jamais. Avec qui t'envolais-tu? Avec Pierre. Oh, avec le serrurier, toi. Oh non, 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 Chantal, trouve autre chose, ça c'est enfantin. J'aime Pierre. Oh, pourquoi pas, c'est le dernier en date, il est jeune, il est assez beau, et il a l'immense mérite d'être le dernier en date. Mais pour ma part, je m'en tiens au suivant, qui est déjà en vue, et qui est déjà une vieille connaissance. Je m'en tiens à la ferrière. Je vends l'affaire et je m'en vais avec Pierre. Tout ça serait toujours enfantin, mais encore croyable si tu étais une enfant. Or, sous ce rapport, nous sommes loin du compte. Car je suis persuadé que tu es pour beaucoup dans la mort de Georges. Je n'y suis pour rien. Georges m'a téléphoné 8 jours avant sa mort pour m'annoncer sa visite le 29 septembre. Il est mort le 25. Tu avais prévenu le danger. C'est pas vrai. Mais si. Georges venait de s'apercevoir que tu allais retrouver la ferrière à Paris sous prétexte d'accompagner le vieux Denis. Je travaille chez Denis. Je l'accompagne quand tu me le demandes. Et pourquoi travailles-tu avec tout l'argent que tu as? Pourquoi as-tu décidé de travailler il y a 6 mois, alors que Georges te donnait ce que tu lui demandais et sûrement davantage? Pourquoi n'as-tu pas abandonné ton travail, à présent que tu es libre? J'ai décidé de travailler il y a 6 mois parce que Georges était devenu jaloux. Au point que je ne pouvais plus mettre les pieds hors d'ici sans qu'il me fasse une scène. J'ai été forcé de lui reprendre la clé que je lui avais donnée, sinon il entrait ici à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit et il fouillait tout, de fond en comble. Je lui ai offert de retourner travailler avec lui, comme je travaillais autrefois avec toi. Il a refusé, à cause du personnel qui, paraît-il, me jugeait très mal depuis ton départ. Alors j'ai repris ce travail chez Denis. Quand j'ai annoncé la nouvelle à ton frère, il a menacé de m'égorger. Je lui ai fait observer que si je travaillais chez Denis, il pourrait facilement contrôler mes faits et gestes, mieux qu'en me laissant mourir d'ennui sans rien faire. Et puis finalement, il s'est résigné. Tu es allé travailler chez Denis. Georges a contrôlé tes faits et gestes et il a découvert que tu rencontrais la ferrière quand tu accompagnais ton patron à Paris. Je n'ai revu Édouard qu'après la mort de ton frère. Je continue à travailler tant que l'affaire n'est pas liquidée. Et je vois Édouard quand je vais à Paris maintenant, c'est vrai. Nous parlons chiffres. Ça demande du temps. Non, Chantal, ça ne tient pas debout, allons. Tu as revu la ferrière dès ton premier voyage. Georges l'a appris. Et il a voulu me demander conseil. Savoir ce qu'il devait faire de toi, s'il devait déchirer le testament, ou utiliser la correspondance de la ferrière pour te ramener dans le droit chemin, ou peut-être l'un et l'autre. Tu as eu suffisamment d'instinct pour sentir le péril et y parer de la façon la plus radicale. Je n'ai pas tué Georges. Alors, comment as-tu appris sa mort assez rapidement pour aller chez lui ramasser les lettres de la ferrière avant que personne n'entre dans l'appartement? C'est moi que la gendarmerie a prévenu le premier, dès que la voiture a été identifiée. Et je suis arrivé à Lyon aussitôt. Quand la police est entrée chez lui en ma présence, tu ne devais rien savoir encore. La nouvelle n'a paru que dans les journaux du soir. J'étais allé chez Georges quelques jours plus tôt, pendant qu'il était en voyage à Annecy. Chantal, tu m'as dit tout à l'heure, quand il est mort, je suis allé chercher les lettres chez lui aussitôt. Je me suis trompé. Toi? Ce n'est pas possible. Eh bien, demande à la police d'ouvrir une enquête. Je leur répéterai ce que je viens de te dire. Mais à moi, tu viens de m'avouer la vérité. Tu as su que Georges était mort, toi, la première, parce que tu l'avais tué. Je ne t'ai rien avoué du tout. Je n'ai pas tué Georges. Allez, va-t'en à présent, va. Tu sais l'affection que j'avais pour mon frère, Chantal. Et aussi comme je t'ai aimé. Je vous aimais assez tous les deux pour supporter de me séparer de vous. Mais il fallait que mon sacrifice me soit utile, que l'aventure reste édifiante jusqu'au bout. Si ce n'a été qu'un grand geste théâtral de ma part, un acte ridicule que tu as su provoquer à force de ruse, une folie que tu as su mener jusqu'à la mort de Georges, alors il faudra bien qu'on me rende justice. N'est-ce pas? Je suis un homme triste, bon et juste. C'est pas moi. Ne vous échauffez pas, monsieur Arnelet, je suis tout disposé à vous croire.
Vous n'imaginez pas le plaisir qu'il y a pour un juge d'instruction à entendre quelque chose qui peut être la vérité. Non, dites-moi donc ce qui est vrai sans vous exalter, je vous en prie. Je vous écoute avec toute la sympathie dont je suis capable. Ça n'est pas moi. C'est pas moi. Je suis arrivé chez elle à 11h. Je lui avais téléphoné dans l'après-midi pour lui demander si je pouvais venir. Quand je suis entré dans le salon, elle était étendue sur le canapé, le coussin était encore sur sa figure. Et vous vous êtes enfui? Oui. Mais pourquoi? J'avais peur, j'ai eu peur. On vous prenne pour le meurtrier? Non. J'ai vu Chantal morte. J'ai vu en même temps tout ce qui avait pu se passer. Depuis des jours et des jours. Qui se terminait par la mort de Chantal. Je sais pas comment vous expliquer. Moi, c'était comme si je trouvais le cadavre de Chantal et auprès de lui quelque chose d'épouvantable qui venait de tuer Chantal et qui était resté penché sur elle pour pouvoir voir si elle était bien morte. Le psychiatre vous entendra certainement avec le plus vif intérêt. Pour moi, je peux seulement constater qu'on a relevé vos empreintes dans tout l'appartement de mademoiselle Bergeret, comme si vous l'aviez fouillé de fond en comble, et qu'on vous a arrêté le soir suivant à la gare de Perrache, au moment où vous alliez prendre le train pour Paris. Je vous dis que j'avais peur. J'ai fouillé l'appartement de Chantal dans l'après-midi. J'ai trouvé les lettres que j'ai données à Monsieur Villiers. Voilà. Oui, c'est vrai, voilà. c'est vrai. Monsieur Villiers nous a rapporté votre entrevue avec lui. Mais oui, il faut me croire. Mais écoutez, je ne demande rien d'autre, monsieur Arnelet. Mais vous avez fait allusion à ce qui s'était passé depuis des jours, et qui se terminait par la mort de Chantal Bergeret. Pouvez-vous me préciser de quoi il s'agit? Écoutez, monsieur le juge, vous me répétez que vous vouliez bien me croire. Je vais vous dire la vérité. Mais il ne faudra pas seulement croire le début. Il faut me croire jusqu'au bout. Mais dites. Au début du mois de septembre, mon patron m'a envoyé poser des volets chez une femme qui habitait près du parc de la Tête d'Or. C'était Chantal. Je suis allé chez elle 2 jours de suite. Comme je suis également ferronnier, on a parlé de mon métier. Elle m'a demandé de lui dessiner une console en fer forgé pour remplacer celle qui se trouvait dans l'entrée de son appartement. Je suis retourné la voir plusieurs fois. Nous avons étudié différents modèles. Et je me suis vite aperçu que je l'aimais. Bien entendu. Un soir, je travaillais à l'atelier. Après le départ de mon patron, il pouvait être 8 heures. Chantal est venue me rendre visite. Elle rentrait d'un voyage à Paris. Et elle avait perdu ses clés. Elle m'a demandé de l'accompagner chez elle, de lui ouvrir sa porte. Vous pensez bien que je ne me suis pas fait prier. J'ai eu aucune peine à ouvrir la porte. Seulement quand elle a été ouverte, on s'est aperçu qu'il y avait quelqu'un dans l'appartement. Qui? Un homme que je connaissais pas. J'ai appris ensuite qu'il s'agissait de Georges Villiers. L'ami de mademoiselle Bergeret, qui a brûlé dans sa voiture sur la Nationale 6 le 25 septembre? Nous étions le 24 au soir. Continuez, je vous en prie. Quand j'ai vu qu'il y avait quelqu'un, j'ai voulu m'en aller, bien sûr. Chantal m'a supplié de rester, elle avait peur. Pourtant, le type me semblait pas méchant. Il m'a demandé poliment de sortir, et Chantal me l'a défendu. Avec moi auprès d'elle, elle semblait reprendre confiance. Alors, quand il a vu que je restais là, Villiers a commencé à hausser le ton, Chantal aussi. Il lui jetait tous les noms à la tête, elle lui répondait du tac au tac. Ils criaient de plus en plus fort tous les deux. Rien à faire pour les calmer. Et à un moment, Villiers a fait un geste de menace contre Chantal. Je lui ai pris le bras. Alors il m'est tombé dessus. Il était plus petit que moi, mais musclé, ça, je vous garantis. J'essayais de le maintenir en place et je lui défonçais l'estomac à coups de poing. Puis d'un seul coup, il s'est effondré sur le tapis, il n'a plus bougé. J'ai vu que Chantal tenait quelque chose à la main. Une statuette en bois d'olivier avec un socle en métal. Elle avait frappé à la tête de toutes ses forces. Il était mort. Vous en êtes certain? Vous pensez bien que j'ai regardé de près, hein? Le coup l'avait tué net. Chantal restait près de lui, la statuette à la main, pétrifiée. Alors moi, je lui ai dit qu'il fallait prévenir la police, que j'étais prêt à témoigner pour elle, en expliquant ce qui s'était passé. Elle m'a supplié de ne rien faire. Qu'est-ce que vous vouliez que je décide, moi? De l'aider, bien sûr. Elle a regardé par la fenêtre et elle a vu la voiture de Villiers rangée dans la rue. On a attendu jusqu'à 2 heures du matin, avec l'autre, là, nos pieds
sur le tapis. J'ai les nerfs solides, mais tout de même. Elle, au contraire, à mesure que le temps passait, elle retrouvait une lucidité incroyable. À 2h, je suis allé chercher la voiture de Villiers et je l'ai conduite dans le garage souterrain de l'immeuble. Je suis remonté chez Chantal. Et alors là, on a descendu le corps de Villiers jusqu'au garage par l'ascenseur. Et j'ai pris la route en direction des échelles. Chantal me suivait dans sa voiture, elle. Alors, entre le pont de Beauvoisin et les échelles, là où la route devient plus accidentée, j'ai arrêté la voiture. J'ai assis Villiers au volant. Et Chantal m'a rejoint. Elle avait un jerrycan d'essence dans son coffre. On a arrosé le corps de Villiers, les coussins de la voiture. J'ai ôté le bouchon du réservoir. Chantal a poussé la voiture de Villiers vers le ravin avec la sienne et moi j'ai jeté une allumette par la vitre au moment où elle basculait. Après on est rentré à Lyon. Eh bien, quelle nuit. J'ai revu Chantal presque toutes les nuits depuis celle-là, sauf quand elle allait à Paris retrouver la Ferrière. J'ai cru qu'elle m'aimait pour de bon. En tout cas, avant de recevoir la visite du frère de Villiers, l'idée ne m'était jamais venue qu'elle avait... Enfin, c'était monstrueux, enfin. Mais quoi donc, monsieur Arnolet? Mais que la mort de Georges Villiers était vraiment un meurtre. Vous comprenez? Enfin, que Chantal ait su qu'il l'attendait chez elle à son retour de voyage et qu'elle soit allée me chercher pour l'aider à s'en débarrasser. Pourtant, j'ai fini par me souvenir de quelques mots qu'ils ont échangés quand on est arrivé, Chantal et moi. Lesquels? Elle lui a demandé « Comment es-tu entré ici ?» Il a répondu simplement « C'était pas compliqué, la clé était sur la porte. » Alors elle a dit qu'il mentait. Il a montré une clé qu'il avait posée sur les guéridons et elle a prétendu qu'il s'était fait faire une clé parce qu'elle lui avait repris la sienne pour avoir la paix. Ils ont commencé à se disputer comme des chiffonniers. Et vous avez préféré croire mademoiselle Bergeret que son amie? Ben oui. Elle a su dès le premier jour que je l'aimais. Par conséquent, elle a su dès ce moment-là que sa vérité à elle serait toujours la mienne. Et malheureusement, elle avait raison. Jusqu'au jour où vous avez compris de quel genre de vérité il s'agissait. Alors vous avez tué Chantal. Mais non, c'est pas moi qui l'ai tué, je vous le jure. Mais si vous m'avez cru jusqu'ici, il faut me croire encore quand je vous dis que je ne l'ai pas tué. Je viens de lire dans la presse le récit des aveux de Pierre Arnolet, monsieur le juge. C'est incroyable. J'ai été marié 7 ans avec Chantal, sans soupçonner jamais qu'elle avait de pareilles ressources nerveuses. À vous dire la vérité, monsieur Villiers, les aveux d'Arnolet ne me satisfont qu'à moitié. Pour quelle raison? Il n'avoue sa participation au premier crime que pour mieux se disculper d'avoir commis le second. Car il nie toujours avoir tué l'ami de votre frère. Vous pouvez dire ma femme. J'ai si souvent regretté qu'elle ne le soit plus. Et puis si l'on en croit Arnolet, c'est elle seule qui a prémédité l'assassinat de votre frère, avec un machiavélisme peu commun, convenez-en. Ça me paraît bien excessif. Je pense que la Ferrière a pu lui fournir des conseils très utiles. Et puis, Chantal avait une forme de génie. Laisser sa clé sur la porte, descendre dans la rue pour guetter l'arrivée quotidienne de Georges, courir aussitôt chercher le serrurier amoureux qui fait ponctuellement ses heures supplémentaires dans son atelier, qui prêtera main forte quand Georges se fâchera, et dont l'assistance sera indispensable pour mener l'affaire jusqu'à sa conclusion. Au bord de la Nationale 6, rien de plus simple, donc rien de plus génial. Par conséquent, vous abondez dans le sens d'Arnolet? Absolument. J'ai étudié de près la question, mes propres renseignements confirment les vôtres. Chantal avait tous les torts. C'est bien elle qui a tué mon frère. Le serrurier est à la fois son complice et sa dernière victime. J'en suis navré pour lui, mais c'est aussi un apaisement pour moi, monsieur le juge. Si l'on n'avait pas arrêté ce garçon, je n'aurais sans doute jamais connu les circonstances exactes de la mort de mon frère. Et même s'il n'y est mêlé qu'admis, il est juste qu'il soit puni, n'est-ce pas? Oh, ne me prenez pas pour un esprit vindicatif. J'ai seulement perdu le goût du pardon pour l'avoir trop pratiqué et avec des résultats trop cruels.
Je ne jurerai pas cependant qu'il ne se soit produit un fait singulier après la mort de Georges. De quoi voulez-vous parler? À bien examiner les choses, je me demande si Chantal n'est pas tombée amoureuse. D'une façon totalement désintéressée, pour la première fois de sa vie. Et ses plans s'en sont trouvés complètement bouleversés. Vous croyez qu'elle aimait le serrurier pour de bon? Elle me l'avait assuré. J'y ai bien réfléchi depuis. Et finalement, je suis tenté de le croire. Si Chantal n'avait jamais été qu'une femme de tête, nous ne l'aurions pas aimé comme nous l'avons fait, ce garçon, mon frère, moi et bien d'autres sans doute. C'était également une femme de cœur. Vous venez de faire allusion à une conversation que vous avez eue avec elle. Vous ne me l'aviez jamais signalée jusqu'ici. Quand a-t-elle eu lieu? Quelques minutes avant la mort de Chantal. Plaît-il? J'ai tué Chantal, monsieur le juge. Elle ne vous aurait jamais rien avoué. Je vous dis qu'elle avait des ressources d'énergie dont ni vous ni moi n'avons idée. Et si un jour vous lui aviez arraché la vérité, malgré tout, elle aurait bien su vous arracher les circonstances atténuantes. Je ne reconnais plus les circonstances atténuantes pour personne. Moi, le premier, je suis sans excuse. Et j'entends qu'on me traite comme je l'ai mérité.